Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons partir à la recherche d'un mythe, d'une légende qui ne cesse depuis des milliers d'années d'exciter l'imagination. Nous allons partir à la recherche de l'Atlantide. Où peut se situer ce pays extraordinaire qui fut englouti par les flots, dit-on, en une nuit? D'où vient cette légende? Qui en a parlé le premier? D'où viennent les informations? Où en est la recherche actuellement? Des vestiges ont-ils été retrouvés? Nous allons essayer donc de répondre à toutes ces questions avec mes deux invités. Je commence avec Jacques Gossard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue belge Kadat. Ça s'écrit K-A-D-A-T-H. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller sur le site internet pour découvrir cette revue, ce que je leur recommande, et s'y abonner, ce que je leur recommande encore plus, c'est Kadat, K-A-D-A-T-H.be, comme Belgique, quoi. C'est donc une revue consacrée à l'étude des civilisations disparues. Et je rappelle également que vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Les Atlantes hier et aujourd'hui, qui est paru il y a quelques années maintenant dans la collection Noire chez Robert Laffont. Donc, à vos côtés, Pierre Lagrange, bonsoir. Bonsoir Pierre Lagrange. Bonsoir. Merci. Oui, très bien, très bien. Merci de venir nous rejoindre. Vous êtes un habitué des aventuriers de l'étrange. Vous êtes vous-même un aventurier de l'étrange depuis ces quelques temps maintenant. Ça, oui. Alors, vous êtes sociologue et auteur de nombreux livres, notamment sur le dossier OVNI et Roswell. Vous êtes aussi intéressé à l'Atlantide. Donc, avec vous deux, Jacques Gossard et vous, Pierre Lagrange, nous allons partir donc sur les traces des Atlantes et de l'Atlantide, si tant est que cela et exister. On se posera les questions évidemment nécessaires dans le courant de cette émission. Alors vous qui nous écoutez, vos commentaires et vos questions sont, vous le savez, dans cette émission les bienvenus. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Morad est au standard et attend vos questions. 0826 300 300. Vous pouvez également me faire parvenir directement vos commentaires en passant par le biais du SMS. Je serai votre porte-parole. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Et vous le savez, à partir de 23h, avec Pierre Massias, nous analyserons vos témoignages. Vous pouvez nous appeler, vous inscrire dès maintenant d'ailleurs pour participer à cette dernière partie de l'émission. Si vous pensez avoir vécu un phénomène de l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler, vous pouvez appeler Morad au 0826 300 300. Nous vous écouterons avec attention, Pierre Massias et moi-même tout à l'heure à partir de 23h30 et nous essaierons d'apporter des réponses à vos questions. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. L'histoire donc de l'Atlantide. Tout de suite, nous allons commencer avec vous, Jacques Gossard. Alors, commençons par le début, si vous le voulez bien. La légende de l'Atlantide est née où et quand? Et de quelle manière?
Alors, la première personne à avoir parlé de l'Atlantide, tout au moins, c'est ce qu'on a retrouvé jusqu'à présent, parce qu'il existe peut-être des textes qui sont encore à découvrir. Vous savez, en archéologie, on découvre tous les jours, et même pour des sujets qui sont bien connus, qu'on croit bien connus, on peut toujours avoir des surprises. Mais au point où en sont les choses actuellement, le premier à avoir parlé de l'Atlantide, c'est le philosophe grec Platon. Qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ, je le rappelle. Alors, Platon était un philosophe, et ses écrits en général étaient des écrits philosophiques. Et dans un cas, en tout cas, il a fait exception à la règle, et dans un texte qui s'appelle le Timée, et dans un autre qui s'appelle le Critias, il a parlé de l'Atlantide. Mais ce qu'il faut dire avant de poursuivre, c'est que ce Timée est un texte un petit peu spécial dans l'œuvre de Platon parce que ça n'est pas un texte uniquement philosophique, uniquement à vocation politique ou philosophique. C'est aussi un texte qui a pour ambition de décrire les connaissances du temps, les connaissances du temps de Platon, dans un peu tous les domaines. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a parlé de l'Atlantide. Alors, que dit-il de l'Atlantide? Eh bien, il fait parler quelqu'un qui s'appelle Critias le Jeune. C'est quelqu'un que nous allons retrouver dans quelques instants, parce qu'il faut voir d'où Platon a tiré cette histoire. Et je vais commencer par décrire très brièvement ce que dit Platon de l'Atlantide. Alors, il dit, voilà, l'Atlantide, d'abord, c'était un pays, une île plutôt, qui était située au-delà des colonnes d'Hercule. Point très important, évidemment, parce que les colonnes d'Hercule, tout le monde sait où ça se trouve, c'est à l'endroit que l'on appelle actuellement le détroit de Gibraltar. Oui, la liaison entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Et au-delà des colonnes d'Hercule, pour Platon, évidemment, ça veut dire au-delà par rapport à son pays, donc vers l'océan Atlantique. Oui. Première chose. Les Atlantides étaient, nous dit Platon, plus grandes que la Libye et l'Asie réunies. C'était donc pas une petite île. Ceci étant, il faut traduire en termes de l'époque, qu'entend-il par Libye, qu'entend-il par Asie? Bon, la Libye, c'est l'Afrique du Nord, excepté l'Égypte, et l'Asie, c'est bien entendu l'Asie qu'il connaissait, c'est-à-dire l'Asie mineure. Oui, ce qui fait déjà un beau pays quand même. Ce qui fait déjà un beau pays, ce qui fait déjà une fameuse île. Une belle superficie, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, c'était, nous dit Platon, une île située au-delà des colonnes d'Hercule, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, et il précise, et ça c'est important de le dire aussi, que de cette île, on pouvait passer dans d'autres îles et finalement atteindre le continent qui s'étend en face d'elle. Oui. Bon. Voilà. Si on voit une carte de l'océan Atlantique, on pense tout de suite évidemment à l'Amérique. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait quasiment traverser, non pas à pied, mais presque, du détroit de Gibraltar jusque l'actuelle Amérique, en passant par ce continent, l'Atlantide. Voilà. Oui, selon Platon toujours. Hein. Là, selon Platon. Voilà. Selon Platon, c'est la plus ancienne source, je le répète, et finalement, c'est la seule source que nous ayons. Personne d'autre n'en parle. Tous ceux qui en ont parlé par la suite font référence à Platon. Oui. Jacques Bossard, une petite pause. Je me tourne vers Pierre Lagrange. Pierre Lagrange, jusque-là, vous êtes tout à fait d'accord, j'imagine, puisque c'est l'unique source que l'on connaisse jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. En fait, l'histoire de l'Atlantide, on la connaît que par Platon. Bon, il y a tout un tas, après les débats suivent les deux textes de Platon. Il y a eu tout un tas de suppositions après pour dire que l'Atlantide était évoquée ailleurs, notamment dans les mythologies de l'Amérique centrale. Mais tout ça après relève effectivement du débat qui va suivre. Oui. Mais l'Atlantide, l'île de l'Atlantide, c'est Platon qui donne le plus de détails. Donc on est obligé de se référer à lui et du coup d'essayer de comprendre ce qu'il a bien voulu dire par là.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, Jacques Gossard, c'est vrai que il y a, par exemple, publié dans la revue dont vous vous occupez, qu'à date, il y a également un article tout à fait intéressant sur une explication de texte de Platon, parce qu'il y a eu des traductions également. Donc déjà, il faut que tout le monde soit d'accord sur l'interprétation du texte, et ce qui n'est pas facile. Mais pour le moment, restons-en à ce que dit Platon. Alors, ensuite, Platon va décrire l'île Atlantide. Ouais. Et la première chose qu'il dit, c'est que cette île était composée de deux parties. Une partie montagneuse et une partie montagneuse plutôt vers le nord et vers le sud, une plaine. Ouais. Plaine qui et entre la plaine et la montagne, on situait la capitale, la cité royale, qui était la plus vieille cité de l'Empire Atlante. Ouais. Donc, déjà, deux notions importantes, et tous ces éléments, en fait, bon, là, je demande à vos auditeurs de bien les retenir, parce que Platon s'étend assez bien sur la description, mais disons que j'ai sélectionné les éléments importants qui vont servir à notre analyse par la suite. Oui, tout à fait. Puis Platon va parler évidemment de la civilisation atlante, après avoir parlé de l'Atlantide, de sa géographie. Il va parler de la civilisation atlante, et c'est là que ça devient évidemment d'une part très intéressant, et d'autre part c'est là que les choses peuvent commencer à dériver, et certains n'ont pas manqué d'ailleurs de dériver et d'affabuler au départ de cette description. Platon dit que la civilisation atlante était brillante à tout point de vue. Ouais. Ils avaient la puissance militaire, ils avaient la puissance maritime, ils avaient des cités magnifiques, et ils vivaient, ce qui n'enlève rien à ce qui précède, ils vivaient dans un climat idéal à la végétation luxuriante. Voilà, ils avaient vraiment une économie luxuriante, riche, voilà, une agriculture extraordinaire. Voilà, c'était vraiment la civilisation avancée qui vivait dans un endroit quasiment paradisiaque. Oui, oui. Donc, ils avaient tout pour être heureux. Mais évidemment, l'homme étant un perpétuel insatisfait, les rois atlantes finirent par vouloir encore plus. Et ne se contentant plus de leur domination sur cette magnifique contrée, et nous dit Platon sur d'autres contrées, parce que les rois atlantes n'avaient pas uniquement la suprématie, le pouvoir sur l'Atlantide, non, ils avaient des colonies, ils avaient des comptoirs un petit peu partout, et certainement en dehors de l'Atlantide. Donc, Platon précise même qu'ils étaient maîtres de la Libye jusqu'à l'Égypte et de l'Europe jusqu'à la Tyrénie. Oui, et donc, ces rois atlantes, ne se contentant plus de leur empire, de l'empire qu'ils avaient, décidèrent d'entreprendre de nouvelles conquêtes. Et entreprenant de nouvelles conquêtes, ils devaient, à un moment ou à un autre, se heurter aux Grecs. Et c'est là, évidemment, que les choses commencent à déraper un petit peu dans les chronologies. C'est que là, Platon fait intervenir les Grecs et l'armée grecque, qui va se heurter à l'armée atlante, beaucoup plus puissante, mais au terme d'un combat extrêmement héroïque, épique, évidemment. Oui. Ce sont les Athéniens qui vont gagner. Et ce sont les Athéniens qui vont finalement gagner. Oui. Bon, alors là, évidemment, plus exactement, on peut dire que ce n'est pas probablement pas tout à fait exact historiquement, puisque mais ça je vais y revenir tout de suite. L'Atlantide, c'est pas au même moment qu'Athènes, et donc on peut supposer que là Platon a introduit des éléments qui ne sont plus des éléments historiques, mais qui relèvent simplement de la politique et même de la propagande politique. Oui, Jacques Gossard, Pierre Lagrange, nous allons faire une première pause. On va se retrouver dans quelques minutes. Vous venez tous les deux donc de planter le décor, de nous dresser un petit peu le portrait que Platon avait peint de l'Atlantide dans son texte Le Timée, et nous allons revenir évidemment tout de suite après pour aller beaucoup plus loin. Déjà commencer par se poser la question de savoir d'où Platon tenait-il ces informations, et là nous parlerons de Solon, un autre personnage qui aurait apporté ces informations à Platon. Solon aurait lui tenu ces informations de la part de prêtres égyptiens,
Donc vous voyez, le parcours a été quand même assez tortueux pour que Platon puisse recueillir ces informations et ensuite en faire le texte qui a donné naissance à l'Atlantide. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Nous partons à la recherche de l'Atlantide avec Jacques Gossard et Pierre Lagrange, mes deux invités ce soir, jusqu'à 23h30 pour essayer de décortiquer ce dossier mythique, légendaire, extraordinaire qui fait toujours autant rêver, il faut l'avouer. Et puis à partir de 23h30, vous le savez, avec Pierre Massias, nous allons écouter vos témoignages et vous apporter quelques éléments de réponse. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous appelez notre standard. Morad est là, il attend vos appels au 0826 300 300, 0826 300 300. Jacques Gossard, revenons donc à l'Atlantide. Alors, est-ce qu'on peut essayer, vous nous avez planté le décor, ce qu'avait rapporté Platon dans son texte, le Timée ou le Critias. Bien. Alors maintenant, d'où viennent ces informations? Est-ce qu'on peut commencer à se poser la question? Oui, non seulement on peut se poser la question, mais on connaît la réponse, parce que Platon lui-même donne la réponse dans son Timée. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais quand même dire que l'histoire de l'Atlantide rapportée par Platon n'était pas terminée, pas tout à fait, dans ce sens que à partir de cette défaite des rois atlantes face à l'armée d'Athènes, les choses vont vraiment très rapidement se dégrader pour les Atlantes. Et ça, je crois que c'est important de le dire aussi. Ah bah oui, c'est oui. que l'Atlantide était en train de vivre ces derniers jours, parce que nous dit Platon, 9000 ans avant le Timée. Donc là, le Timée, c'est aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc 9000 ans, ça nous amène aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, à peu près, à la grosse brosse. 9000 ans avant le Timée, survint une catastrophe qui mit fin à la civilisation atlante. Et là, Platon est très précis. Il dit, dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut. Donc, vers 10 000 avant Jésus-Christ, nous dit Platon, l'Atlantide a disparu dans une grande catastrophe et s'est engloutie dans la mer, et ce, très rapidement. Ouais. Il a fallu quand même un séisme d'une amplitude extraordinaire pour engloutir une île d'une telle superficie en une nuit, en un jour et en une nuit. Mais ça, effectivement, on pourra y revenir tout à l'heure, j'imagine. Il existe différentes hypothèses, soit d'origine terrestre, soit d'origine, je n'ose pas dire extraterrestre, parce que ça fait penser à un autre contexte. Ici, disons un phénomène céleste. Oui, tout à fait. Une météorite qui serait tombée, quelque chose comme ça. Il y a effectivement un certain nombre d'hypothèses qui sont émises à ce sujet. Mais pour en revenir à votre question de départ, effectivement, Platon, ou plutôt celui qui parle dans le Timée, qui est Critias le Jeune, explique que cette histoire, en fait, elle a été recueillie par un certain Solon. Solon, qui était un dirigeant grec, et qui... pas de très bonne réputation d'ailleurs, hein? Non, il avait... Selon certaines sources. Selon certaines sources, peut-être, mais d'un autre côté, c'était c'était un politique assez habile, qui a d'ailleurs réussi à diriger Athènes d'une manière assez brillante malgré tout. D'accord. Et c'était quelqu'un qui, en plus de cela, était très cultivé, comme beaucoup de Grecs cultivés et riches, bien entendu, de cette époque. Lorsqu'ils le pouvaient, ils allaient faire un petit voyage, un petit peu de tourisme en Égypte. D'autres l'ont fait, hein. Pythagore l'a fait aussi. La plupart des grands penseurs grecs sont allés en Égypte. Mais donc, Solon décide de partir en Égypte pour un voyage qui évidemment a duré un certain temps, et il se retrouve en Égypte aux alentours de 570 avant Jésus-Christ. Et là, bien sûr, il prend le temps de musarder à gauche et à droite, et c'est ainsi qu'il se lie d'amitié avec des prêtres égyptiens. Des prêtres égyptiens du temple de Saïs. Saïs, c'est une ville qui se trouve dans le delta du Nil, donc dans le nord de l'Égypte. Et là, c'est pour la première fois, ayant gagné la confiance de ces prêtres égyptiens, ce sont ces prêtres qui vont lui
parler pour la première fois de l'Atlantide, qui vont lui raconter l'histoire de l'Atlantide. Alors évidemment, c'est la première fois que Solon entend parler non seulement de l'Atlantide, mais du fait qu'une civilisation aussi ancienne et aussi brillante a pu exister. Donc il est vivement impressionné par la chose. Est-ce qu'il prend des notes? Ça, on n'en sait trop rien, mais en tout cas, lorsqu'il rentre à Athènes, il en parle à quelqu'un qui est probablement son frère, un certain Dropides. Dropides lui-même va en parler à quelqu'un de la famille qui s'appelle Critias l'Ancien. Et à la fin de sa vie, Critias l'Ancien va raconter l'histoire de l'Atlantide à Critias le Jeune. Et Critias le Jeune, lui, va en parler à Platon, et Platon va le faire parler dans son Timée pour raconter l'histoire de l'Atlantide. D'accord. Voilà comment les choses se sont passées. Donc, au départ, la vraie source, c'est l'Égypte. Ce sont les prêtres égyptiens. Le cheminement quand même de cette histoire, puisque c'était une histoire recueillie oralement auprès de prêtres égyptiens, les prêtres de Saïs, est quand même passé, je dirais, de bouche à oreille, et on connaît quand même les méfaits de ce genre de transport oral, même si les transporteurs entre guillemets sont de bonne foi. Vous voyez, il peut y avoir des formations quand même petit à petit. C'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir des formations, mais d'abord, on ne sait pas si Solon a pris des notes. Ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que il semblerait que Solon ait eu accès également à des textes et qu'il ait pris certaines notes au départ de ces textes, parce qu'apparemment, il avait appris quelques rudiments de hiéroglyphes. Et d'ailleurs, ça a fait controverse, et on pourra en reparler tout à l'heure à propos d'une des hypothèses. Et je dois souligner aussi que c'est vrai que lorsqu'un récit passe de bouche à oreille, il a tendance à se transformer, mais ça, c'est surtout vrai pour notre époque qui n'a plus la tradition de l'oralité. Alors qu'à l'époque de Platon, cette tradition orale était quelque chose de beaucoup plus vivace. Et on connaît des poèmes, des récits parfois très longs qui se sont, dans toutes les civilisations d'ailleurs, qui se sont transmis très fidèlement de bouche à oreille et uniquement par la tradition orale. Donc, d'une part, c'est vrai qu'il faut émettre quelques réserves, en tout cas il faut être prudent, mais d'un autre côté, il faut tenir compte aussi du contexte et du fait que cette tradition orale était toujours beaucoup plus vivace qu'actuellement. Oui. Je me retourne vers Pierre Lagrange. Pierre Lagrange, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce qu'a dit Jacques Gossard jusqu'à présent. Là, on a retracé, on a planté le décor vraiment de l'origine, du point d'origine de ces prêtres de Saïs en Égypte jusqu'à Platon. Oui, en fait, tout le problème se situe effectivement entre est-ce que Platon invente une histoire en la prêtant à Critias, en faisant un conte philosophique en quelque sorte. Critias, lui, dit qu'effectivement il y a un lien de parenté entre son arrière-grand-père Dropide et Solon. Solon, donc, lui aurait au cours d'un voyage en Égypte discuté avec les prêtres qui s'amusaient d'ailleurs de la courte mémoire des Athéniens sur leur propre passé et qui leur raconte donc cette histoire qui remonte à 9000 ans. Et donc là, il y a toute une généalogie de l'histoire qui est construite. La question, c'est effectivement si un jour on tombait sur le manuscrit de Solon, ça serait extraordinaire. Mais là, Critias nous dit lui-même qu'en fait, Solon l'a raconté à Dropide, qu'il a raconté à Critias, alors qu'il était déjà très âgé. Donc apparemment, il n'y a qu'une transmission orale de cette histoire. Et là, c'est vrai qu'il y a, moi, quand j'entends un chiffre comme 9000 ans, là en anthropologie il y a eu un certain nombre de travaux sur la transmission des récits et nous on est habitué à une société où on a constamment la possibilité d'avoir recours à l'écrit. C'est vrai que dans des sociétés anciennes où l'écrit était quand même quelque chose de beaucoup plus réservé à certaines castes, où la transmission était orale, on n'a pas idée de du dynamisme justement des sociétés orales et de la façon dont les récits intègrent des éléments nouveaux constamment. Donc toute la question, c'est de savoir comment arriver à reconstituer quelque chose qui serait une version assez crédible de l'histoire, à supposer bien sûr que ça ne soit pas un mythe inventé par Platon lui-même, et qu'il y ait quelque chose qu'il est
dont il se soit servi éventuellement à des fins politiques ou philosophiques. On peut très bien imaginer que cette histoire ait circulé, que ça puisse faire partie d'une espèce de folklore, déjà chez les Égyptiens, et qu'ils s'en soient servis pour illustrer la politique athénienne ou des choses de ce genre. Mais là, il y a vraiment une question intéressante. Et bon, comme on n'a que ce texte, tout le débat s'est porté là-dessus. Alors, il faut savoir que dès l'époque de Platon, les propres élèves de Platon, ses successeurs à l'Académie et tout, se disputent sur l'historicité. Certains pensent que c'est vrai, que c'est un récit historique simple, et d'autres vont commencer à se disputer. Donc, le débat qui nous agite aujourd'hui, c'est exactement le même qui agitait les gens à l'époque de la lecture du Timée du Critias, à l'époque de Platon, en fait. Mais oui, tout à fait. Jacques Gossard, vous êtes d'accord avec cette analyse, bien entendu. Oui, bien sûr. On va continuer à explorer ce dossier parce que c'est quand même une histoire, un mythe, une légende qui a excité l'imagination depuis maintenant des millénaires. D'ailleurs, tiens, juste avant que l'on fasse une pause et que l'on commence à étudier, à regarder de près les différentes hypothèses, qu'est-ce qui fait que, à votre avis, parce que même si ça n'est qu'une histoire, c'est quand même une très belle histoire, et qu'est-ce qui fait que cette très belle histoire vive encore jusqu'à aujourd'hui ? Rien que ça, c'est extraordinaire, d'ailleurs. Oui, effectivement. On peut se poser des questions à ce niveau-là aussi. Mais il faut savoir que, d'ailleurs, Pierre Lagrange le rappelait, les premiers siècles d'existence de l'histoire de l'Atlantide n'ont pas été très très glorieux, parce que effectivement il y a eu beaucoup de contestations quant à l'authenticité de cette histoire, et notamment Aristote l'a enterré, enfin l'a écarté, l'a replongé dans la mer d'où elle n'aurait jamais dû sortir. et comme Aristote est resté pendant très longtemps l'autorité incontestée et incontestable, il a fallu attendre pratiquement le XVIe siècle pour que on recommence à s'intéresser véritablement à l'Atlantide. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'Atlantide c'est toujours resté un sujet tout à fait fascinant, et qui a finalement permis à un certain nombre de personnes d'émettre des hypothèses un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas qui a suscité beaucoup de passion. Toujours beaucoup de passion. Beaucoup d'artistes se sont penchés, que ce soit des dessinateurs de bande dessinée, je pense à la célèbre aventure de Black et Mortimer, concernant l'Atlantide, qui est absolument magnifique. Des films, j'en parle même pas, il y en a pléthore, et des romans, évidemment, il y en a des palanquées entières. Vous restez avec nous, Jacques Gossard, Pierre Lagrange, une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour étudier les différentes hypothèses. Et là, d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS qui est envoyé par Pachi du Pays Basque, qui dit voilà, je suis du Pays Basque et j'ai lu que notre civilisation, ainsi que les Bretons, les Irlandais, il y a aussi un peuple qui vivrait au Maroc, je pense qu'il fait allusion aux Berbères, serait d'origine atlante. Je n'y crois pas trop, ajoute-t-il. Merci pour votre émission, signé Pachi. Eh bien écoutez, mon cher Pachi, Jacques Gossard et Pierre Lagrange vont peut-être vous donner quelques éléments de réponse. Restez avec nous juste après cette pause. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Mes deux invités pour explorer les différentes hypothèses de l'Atlantide ce soir avec moi, Jacques Gossard, qui est membre du comité de rédaction de la revue belge Kadat, que je vous recommande vraiment très très chaudement. Allez sur leur site kadat.be, Kadat ça s'écrit KADATH.be. Abonnez-vous absolument à la revue. Je fais pas autant de pub, hein, mais là franchement, allez-y parce que c'est vraiment une très belle revue si vous aimez étudier les civilisations disparues. Donc chronique des civilisations disparues, c'est le sous-titre de Kadat. Et puis achetez également les bouquins de Pierre Lagrange, notamment un très très bon bouquin sur l'affaire Roswell et puis plein de d'autres livres également sur les ovnis. Pierre Lagrange qui s'intéresse aux Atlantes, enfin à l'Atlantide, est également en notre compagnie. Alors Jacques Gossard, si vous le voulez bien, Pierre Lagrange également, on va commencer par étudier quelques hypothèses. D'ailleurs, il y a un autre SMS qui est arrivé qui dit: a-t-on trouvé des preuves irréfutables que l'Atlantide a existé ? Par exemple, des vestiges. C'est Fabien qui nous envoie ce texto. Malheureusement, Jacques Gossard, Pierre Lagrange, je crois que on peut lui répondre que non, on n'a pas encore trouvé des preuves irréfutables. Hein. Je me lance. Allez-y, Jacques, allez-y. C'est à vous. Des
preuve irréfutable, non. Sinon, on serait pas en train d'en discuter ce soir. On serait sur place en train de fouiller. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même un certain nombre disons, de traces. On ne peut pas dire non plus qu'on n'a rien retrouvé. Bon. Alors, d'abord, dans l'ordre chronologique, lorsqu'on se dit peut-être bien que Platon avait raison, peut-être bien que Platon a vraiment donné la description de ce qui était Atlantide, le premier réflexe, c'est d'aller voir au milieu de l'Atlantique pour voir ce qu'on peut y trouver. Voilà, oui. Bon, alors au milieu de l'Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, il n'y a pas grand-chose, sauf bien sûr les Canaries et les Açores. Et les Açores, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des îles qui sont, je dirais, les vestiges de quelque chose de plus important qui a pu exister à une époque à circuler, mettons 10 000 ans avant Jésus-Christ pour fixer des idées, mais en tout cas durant la préhistoire. En fait, c'est une région, les Açores sont situés dans une région à forte activité volcanique. Il faut savoir que cet endroit de l'Atlantique, donc entre l'Europe et l'Amérique, est l'endroit où l'océan Atlantique est né. C'est de là que tout est parti. C'est à partir de cette faille qui va du nord au sud à travers tout l'Atlantique qu'est né l'océan. Donc c'est une zone de volcan. Donc c'est une zone fragile. C'est une zone qui bouge beaucoup, qui a toujours beaucoup bougé, qui a toujours été fort active. Ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que si on regarde le sous-sol, donc le fond marin, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de plateau rocheux à l'endroit des Açores, à l'endroit donc où pourrait avoir existé l'Atlantide. Bon, ça peut être, c'est pas une preuve évidemment, mais en tout cas, c'est un indice qui nous pousse à aller un petit peu plus loin. Et puis, on a fait quand même quelques découvertes très très rares. Je ne citerai finalement qu'une seule découverte qui a été faite à la fin du 19e siècle. C'est un morceau de roche qui a été remonté de cette région-là, qui se trouvait au fond de la mer. Et d'après les experts qui ont examiné cette roche, je n'ai plus son nom en tête, je devrais le une roche volcanique, en tout cas vite. Une roche volcanique, mais qui n'a pu, selon les experts, se former qu'à l'air libre. Donc, il est possible, en tout cas, ça va dans le sens de l'existence d'une terre émergée à un certain moment de l'histoire de l'océan Atlantique. Oui, qui a pu s'enfoncer au cours d'un séisme, et il n'y a que les parties les plus hautes qui sont restées à la surface de l'eau qui ont donné les Açores, par exemple. Voilà. Donc, finalement, ce serait les sommets les plus hauts de la partie montagneuse dans la description de Platon qui émergeraient actuellement pour donner l'archipel des Açores. Très bien. Alors ça, c'est une première trace, je dirais, une première piste. Alors évidemment, si on pouvait trouver des vestiges archéologiques, ce serait encore mieux. Des vestiges archéologiques, en fait, on en a trouvé. Et on en a trouvé notamment, on parlera peut-être tout à l'heure, on parlera probablement du côté américain, mais pour nous en tenir à cette région de l'archipel des Açores et des Canaries, on a trouvé, voici quelques années, des structures sous-marines. Au large de l'île de Lanzarote, des structures sous-marines qui sont des murs faits de blocs cyclopéens, qui ne sont d'ailleurs pas petits du tout. Et ces blocs ont été photographiés, ont été filmés, on a commencé à les étudier, mais je dirais que ça n'a pas été plus loin. On a remonté quelques objets, dont un objet qui était une petite statuette probablement précolombienne. Bon, maintenant, cette petite statuette précolombienne, ça ne veut rien dire en soi, parce qu'il est fort possible qu'elle ait été perdue par un vaisseau... ou un vaisseau à couler ou autre chose. En soi, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est quand même assez intriguant, je crois, et qui mériterait peut-être davantage d'investigation, ce sont les murs cyclopéens qu'on a découverts au large de Lanzarote. Alors au départ, il y a eu quelques études, mais vous savez, en archéologie, il faut toujours avoir énormément d'argent pour financer ce genre de choses, surtout quand c'est de l'archéologie sous-marine.
Et à ma connaissance, actuellement, plus rien ne se passe. Ouais. Pierre Lagrange, que pensez-vous de ce premier champ de recherche, l'hypothèse atlantique évidemment, et plus particulièrement celle des Açores? Bon, moi je suis assez sceptique, on va dire. Disons que historiquement, c'est vrai qu'il y a tout un débat qui est pas nouveau et qui est notamment intéressant au début du XXe siècle et au XIXe, parce que il faut savoir que nous aujourd'hui on vit avec cette idée que les continents ont dérivé et qu'il y a très longtemps, dans les époques géologiques, l'Afrique et l'Europe étaient rattachés au bloc américain. Donc là, il faut voir quelle place il pourrait y avoir éventuellement pour une grande île ou un petit continent comme ça au milieu de l'Atlantique. Mais au début du XXe siècle, un certain nombre de géologues, notamment, s'intéressaient, notamment comme le français Pierre Termier, qui était professeur à l'école des mines. Et c'est lui notamment qui rapporte souvent cette histoire de roches de lave qu'on aurait remontées et qui auraient pu se former qu'à l'air libre et choses de genre. Et c'est vrai qu'il y a, mais à l'époque de Termier était très sceptique par rapport aux hypothèses de Wegener, donc l'histoire de la dérive des continents, et il pensait, comme tous les savants de son époque, qu'en fait il y avait eu entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, par exemple, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des ponts intercontinentaux. C'est-à-dire que l'état actuel du monde n'était pas ce qu'il avait toujours été, et qu'il y avait autrefois eu des espèces de grandes passerelles de terre qui avaient notamment permis le passage de la migration animale et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, oui, d'accord. Voilà. Et à partir de là, Termier a publié tout un tas d'articles sur l'Atlantide et fait des conférences dans lesquelles il expliquait que ces ponts intercontinentaux, au cours des époques géologiques, ont commencé à disparaître, à être engloutis par les eaux. Et il pense qu'en fait, Platon, l'histoire de l'Atlantide, serait une espèce de souvenir d'une des dernières disparitions des restes de ces ponts intercontinentaux. C'est-à-dire que l'Atlantide aurait correspondu à un des derniers bouts de terre qui serait resté au milieu de l'Atlantique à ce sujet. Et c'est d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un des éléments qui lui permettait de réfuter Wegener à l'époque. Donc maintenant, quand on sait ce qu'il en est, ça prête un peu à sourire. Donc on voit qu'il y a comme ça tout un tas de discussions qui se sont greffées sur cette histoire de l'Atlantide pour essayer de le justifier. Et donc notamment cette histoire de la géologie qu'au XXe siècle, que pendant une partie du XXe siècle, on a écrit différemment de la façon dont on l'écrit aujourd'hui. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue, je dirais, l'aspect histoire des sciences qui se greffe dessus et qui montre qu'il y a eu toute une série de discussions de nature très différente en fait sur l'Atlantide selon les époques et selon le contexte scientifique dans lequel on se trouvait. Mais enfin, l'hypothèse d'une terre immergée, enfin une terre à la surface d'une terre entre le continent, l'Europe, l'Afrique et le continent américain n'est absolument pas farfelue. Bien au contraire, ça a pu exister et ensuite disparaître. Ça a pu exister. Peut-être il faudrait vraiment une discussion serrée avec des géologues, parce que c'est vrai que longtemps on l'a placé au milieu de l'Atlantique, sur la dorsale atlantique, où là c'est clair que c'est l'endroit où se séparent les plaques continentales. Ça n'est pas possible pour le coup. Donc effectivement, ça serait plutôt du côté du côté de Bimini, dans cette région-là où il y a eu des terres émergées à une époque, sans doute, ou peut-être du côté des Açores, mais peut-être pas un continent alors aussi grand que celui qu'on avait imaginé à une époque. On est dans complètement autre chose. Et bon, encore l'autre question se repose à nouveau, de revenir sur le récit de Platon, à quoi fait-il allusion dans cette histoire, s'il y a un fond de tradition dans le récit qu'il rapporte. Et là, on voit qu'on en discutera tout à l'heure, que ça nous amène dans une toute autre direction, qui est celle de la mer Égée. Ah oui, pas de l'Atlantique. Oui. Là, on en parlera. L'hypothèse Méditerranée, c'est vrai, est aussi très très intéressante. C'est celle qui est plutôt retenue par les gens qui pensent qu'il y a un fondement éventuel, une légende historique dans cette histoire. Oui, tout à fait. Jacques Gossard, revenons à cette hypothèse atlantique, donc que vous évoquiez tout à l'heure. Les Açores, ce fameux mur, ces fameuses constructions qui ont été découvertes par ces deux scientifiques notamment, ils les ont mesurées. Il y avait quand même une construction réelle avec des angles droits, enfin des choses, et peut-être même la projection d'un port. C'est ce qu'ils ont dit, je crois, dans leur découverte. Oui. En fait, vous parlez toujours de Lanzarote ou de Bimini? Non. Parce qu'en fait, des constructions comme celle-là, il y en a à deux endroits.
et elles sont un petit peu similaires. L'autre endroit où on a trouvé des constructions cyclopéennes, de longs murs sous la mer, l'autre endroit c'est à Bimini, c'est l'archipel des Bahamas. Et là effectivement, disons que les structures sont mieux connues parce qu'elles ont été analysées pendant plus longtemps. Et donc, bon, on n'est pas arrivé non plus à des conclusions définitives, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a parlé d'installations portuaires. Ouais. Et au moment où on a fait la découverte, d'ailleurs, les deux scientifiques qui se sont d'abord intéressés à ce site. Donc, en fait, ces sites, c'est encore une fois deux murs parallèles. Relié par une sorte d'arc de cercle. Donc, si vous voulez, ça forme une sorte de U sur le fond de l'océan. Oui. Ces deux chercheurs qui se sont occupés de Bimini aux alentours des années 70 ont parlé un petit peu rapidement dans leur enthousiasme de port de l'Atlantide. Bon, ce qui a évidemment suscité de la part d'un certain nombre d'archéologues et de géologues une levée de boucliers. Oui. Et là, il y a eu effectivement une controverse assez intense, avec analyse et contre-analyse, et notamment les analyses ont porté sur le fait de savoir si ces constructions pouvaient être de type naturel. Bon, je crois que la même question peut se poser à propos de ce qu'on a trouvé à Lanzarote. Mais à ma connaissance, à Lanzarote, on n'est pas allé assez loin pour pouvoir répondre oui ou non. D'accord. Mais si je reprends l'exemple de Bimini, bon, certaines analyses géologiques ont voulu démontrer qu'il s'agissait effectivement de formation naturelle, d'un caprice de la nature en quelque sorte. Oui. Bon, même si ça paraît assez extraordinaire quand on voit les photos des constructions, on peut se dire que c'est possible, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi pas, mais pour autant que je sache, les dernières analyses géologiques montrent que les pierres dont sont faits les murs ne viennent pas de cet endroit, mais d'une carrière qui serait située à une dizaine de kilomètres plus au sud. Donc ce serait quand même, et finalement c'est la seule chose qu'on puisse dire avec plus ou moins de certitude, c'est que ce sont des constructions artificielles. Mais alors, dites-moi, Jacques Gossard, est-ce que cette hypothèse atlantique concernant l'Atlantide retient votre attention ou vous la trouvez, bon, ma foi, intéressante, mais pas assez étayée, peut-être un peu légère? Qu'en pensez-vous? Ben, je dirais que de toute façon, ma préférée, c'est celle qui place l'Atlantide en Belgique, parce que oui. je vous assure qu'il existe vraiment quelqu'un qui a pensé que l'Atlantide pouvait se situer en Belgique. Mais celle-là, je n'y crois pas. Mais ceci étant, parmi toutes les hypothèses qui sont, disons les 5 hypothèses qui sont actuellement retenues, oui. Cela me paraît être la plus sérieuse et la plus vraisemblable. Ceci étant, je voudrais quand même dire aussi que ce ne sont jamais que des hypothèses. Oui. Et que dans le cas de l'Atlantide, je ne pense pas qu'on puisse jamais prouver véritablement que l'Atlantide a bel et bien existé. On peut en trouver des traces, on peut en suspecter des descendants et des descendances dans les civilisations, dans les peuples, mais aller retrouver vraiment l'Atlantide, ça je ne sais pas si ce sera un jour possible. Ouais. Enfin, on peut rêver, hein. Oui, on peut rêver, mais à l'heure actuelle, même l'hypothèse la plus crédible à mes yeux ne reste qu'une hypothèse. Ouais. Cela étant, il y a quand même 10 000 ans, un peu plus de 10 000 ans qui est passé par là, et quand on sait les dégâts que font l'eau, enfin le sel, l'eau marine, enfin l'eau de la mer, sur tous les vestiges qui sont au fond de l'eau, on se dit que 10 000 ans qui sont passés par là, il y a quasiment aucune chance de retrouver quelque chose de plausible, je dirais. Très peu de chance. Ouais. À part les vestiges dont on vient de parler, voilà. Donc à Bimini et à Lanzarote, je crois qu'effectivement on ne retrouvera jamais rien. On ne retrouvera jamais de preuves directes de l'existence de l'Atlantide. Ouais. Parce que effectivement, bon, les objets, si objets il y a eu, ont disparu. Mais ceci étant, et je pense que à partir du moment où les preuves archéologiques
évidentes, directes, sont inexistantes par définition, il faut chercher dans d'autres directions. Il faut aller chercher dans les directions, je dirais, non plus rechercher l'Atlantide, mais plutôt rechercher les Atlantes. Oui, d'accord. Alors ça, on va y revenir en toute fin d'émission, en fin de parcours, parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes, notamment qu'on peut retrouver du côté de l'Égypte sur des bas-reliefs représentant des guerriers venant du nord, etc. Enfin, qui peuvent être des pistes tout à fait intéressantes. Une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Jacques Gossard et Pierre Lagrange pour continuer à aller à la recherche de ce mythe extraordinaire qu'est l'Atlantide. On va aller se balader du côté de la Méditerranée, nous irons également dans la mer du Nord, au large du Danemark, nous étudierons d'autres hypothèses, peut-être un petit peu plus farfelues, comme l'Atlantide en Antarctique, et enfin, nous essaierons, comme vient de le dire Jacques Gossard, de retrouver peut-être des traces étonnantes de civilisation atlante tout autour de la Méditerranée, ou peut-être ailleurs, puisque si Atlantide il y a eu, quand il y a eu ce séisme, eh bien les Atlantes sont peut-être partis ailleurs avec leur savoir. Et là, ils ont peut-être laissé des traces. C'est la question qu'on se posera dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mes deux invités, nous essayons de, non pas retrouver l'Atlantide, mais de découvrir quelles sont les différentes hypothèses qui existent actuellement, en l'état actuel des recherches. Jacques Gossard, donc, membre du comité de rédaction de la revue Cadat, qui est une revue belge qui se consacre aux civilisations disparues. Et puis Pierre Lagrange, qui est sociologue et auteur de nombreux livres sur les dossiers OVNI et dossier Roswell notamment, qui s'intéresse à l'Atlantide. Alors, je me tourne vers vous, Jacques Gossard. Voulez-vous que l'on continue dans l'Atlantique et qu'on remonte peut-être un petit peu plus haut dans la mer du Nord, le large du Danemark, ou voulez-vous que l'on passe directement à la Méditerranée ? Eh bien, on peut remonter vers le Danemark. Alors, allons-y, parce que c'est une hypothèse qui a été émise par un Danois, justement, hein ? Par un Autrichien. Par un Autrichien, pardon. Et qui est quand même assez structuré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, tout à fait. En fait, le chercheur en question s'appelle Jürgen Spanut. Oui. Il était autrichien et pasteur de son État. Oui, tout à fait. Et il avait une grande passion dans la vie, c'était les anciennes civilisations du nord de l'Europe. Civilisation qu'il avait étudiée pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, il a fait un voyage en Égypte et il a visité un temple assez célèbre à Thèbes, l'actuel Luxor, qui est le temple de Medinet Abou. Medinet Abou, c'est le temple funéraire d'un pharaon de la 20e dynastie qui est Ramsès III. Et sur ce temple, il a pu contempler des fresques qui montraient d'une part une bataille entre des Égyptiens et des peuples étrangers, et d'autre part ces mêmes Égyptiens faisant de nombreux prisonniers et les emmenant en captivité. Et en regardant ces guerriers étrangers, il s'est aperçu que ils étaient vêtus et leur armure était faite de la même manière que les peuples qu'il étudiait, c'est-à-dire les peuples préhistoriques, enfin proto-historiques, disons, de l'Europe du Nord. Oui. Et plus précisément de la région d'Heligoland. Alors, il est parti. Alors, Heligoland, ça se trouve où ? Eh bien, actuellement, c'est une toute petite île qui se trouve au large du Danemark. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a quelques milliers d'années, cette île était encore rattachée au continent. Et dans cette région, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ, vivait donc un peuple qui s'adonnait essentiellement au commerce, qui était très florissant, qui était en contact avec la plupart des grandes cultures de Méditerranée, parce que c'était dans cette région d'Heligoland, donc dans le nord de l'Europe, que l'on trouvait l'ambre. Cet ambre qui était ambre jaune, donc, qui était si apprécié des peuples méditerranéens.
Alors tout allait bien je résume un petit peu les choses. Oui, Tout allait bien pour ces peuples qui étaient très florissants, jusqu'au jour où il y eut un certain nombre de catastrophes naturelles, notamment des séismes, un effondrement d'une partie de la région, qui poussèrent ces peuples à se mettre en marche. Et à se mettre en marche vers le sud, d'abord vers la vallée, les vallées du Rhône et dans les Alpes, puis ensuite l'Italie, et poussés par d'autres peuples, finalement, ils arrivèrent en face de l'Égypte, ou plus exactement aux frontières de l'Égypte, frontière ouest et frontière est. Et c'est là que se déroulèrent une série de batailles entre les Égyptiens et ces peuples que l'on a appelés les peuples de la mer. En fait, les peuples de la mer, on discute encore sur leur origine, mais pour Spanut, il est clair que ces peuples de la mer, ce sont les peuples qui viennent d'Europe du Nord. Mhm. Donc, à la suite de cette gigantesque bataille, finalement, les Égyptiens sont restés vainqueurs. Et mêlant un petit peu tout ça, et c'est ici, parce que jusqu'à présent, ce que je vous ai raconté, ce sont des faits historiques, plus ou moins prouvés. Mhm. Disons, il n'y a pas tellement de mystère autour de ça, Oui. sauf que ça, c'est l'innovation. Spanut assimile les peuples de la mer aux peuples d'Europe du Nord, mais où il va plus loin, et c'est là que moi je le suis un petit peu moins, parce que je ne vois pas tellement le rapport. Spanut assimile ces peuples de la mer et donc ces peuples d'Europe du Nord aux Atlantes. Mhm. Et il place l'Atlantide à l'endroit exact de l'actuelle île d'Heligoland. Oui, oui. Ce qui laisse un peu dubitatif tout de même. Voilà. Donc disons que la première partie de l'histoire, ça pose Mhm. pas tellement de problèmes. La deuxième, c'est une hypothèse intéressante. Peuple de la mer égale peuple d'Europe du Nord, mais peuple d'Europe du Nord égale Atlante, ça me paraît aller un petit peu trop loin quand même. C'est un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, je me retourne vers Pierre Lagrange. Vous partagez, j'imagine, le même sentiment à peu près. Oui, je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ça. Tout à l'heure, Jacques Gossard évoquait quelqu'un qui situait l'Atlantide en Belgique. Mhm. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Atlantide, ça longtemps, il y a eu plusieurs périodes, je dirais, dans l'histoire, notre conception de l'histoire, et notamment des époques où l'histoire, l'écriture de l'histoire était très liée à la revendication nationale. Et c'est vrai que on le voit même encore au XXe siècle, un certain nombre d'auteurs se sont raccrochés à cette histoire pour essayer de se trouver, comme on faisait autrefois les rois de France qui se trouvaient des origines troyennes ou autres, on se trouve des généalogies fantastiques. Mhm. Et l'Atlantide fait partie de cet héritage dans lequel tout le monde voudrait se reconnaître. Ouais. Et Vidal-Naquet, alors moi j'ai pas d'informations sur les sources, mais je sais que Vidal-Naquet, chaque fois Pierre Vidal-Naquet, donc l'historien récemment disparu, spécialiste de l'Antiquité, chaque fois qu'il évoque, il a écrit plusieurs articles très documentés sur l'Atlantide et sur le mythe de l'Atlantide et sur le rôle de l'Atlantide dans les mythes nationalistes notamment. Et il a publié un ouvrage un peu avant sa mort aux Belles Lettres qui reprend l'ensemble de ses travaux sur l'Atlantide. Il avait évoqué un peu Spanut et il fait le lien entre Spanut, c'est quand même sa carrière. Bon, il a publié ses ouvrages dans les années 50, on les connaît dans les années 50 en Europe, mais dans les années 30, il a participé, il était en Autriche et en Allemagne, enfin l'Allemagne et l'Autriche, on connaît cette période de l'histoire, Mhm. et l'Atlantide a été revendiquée par les nazis, D'accord. comme faisant partie de leur héritage, notamment par Rosenberg, qui était un des grands idéologues nazis, qui dans son ouvrage Le mythe du XXe siècle considère que les Allemands, les Germains, sont des descendants des Atlantes. Oui. Donc, là, il y a danger quand même. Il y a cet aspect qu'on peut pas négliger, qui est Mhm. l'aspect nationaliste. On le voit même aussi à l'époque, en 39 et après la guerre, dans le travail de Marinatos, l'archéologue grec, qui lui va situer l'Atlantide dans la mer Égée, avec l'explosion de l'île de Terra et de Santorin. Et là aussi, il y a quelque chose à l'époque, on est à l'époque des colonels, tout ça, enfin il y a tout un contexte politique qui est assez intéressant. Et c'est vrai que souvent l'Atlantide a été récupérée
par différentes personnes dans différents pays, Ouais. avec cette idée de se trouver des ancêtres atlantes. Ouais. Et ça, je pense que ça joue un rôle malgré tout. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire de... Il y a même certaines sectes qui l'exploitent. Ce Ah oui, filon non, mais aussi, ça, de toute façon, Atlantide est mis à toutes les sauces. On le trouve dans les soucoupes volantes, on trouve tout. Les Atlantes ont toutes les nationalités possibles, y compris extraterrestres. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on retrace l'histoire, on se rend compte qu'il y a cet aspect national est important. Et du coup, ça explique aussi l'espèce de rejet un peu épidermique dont le sujet est l'objet par les archéologues actuels, qui travaillent complètement différemment. Et pour eux, ces grandes histoires, ces espèces de grandes cosmogonies avec des continents disparus et tout, sont des choses qui leur paraissent un peu datées, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'archéologues pour rechercher activement quelque chose comme l'Atlantide. Ça a commencé à sombrer, je dirais, dans l'histoire de l'archéologie au XIXe siècle, avec la thèse de Thomas-Henri Martin notamment, qui montre comment il place ça sur le plan de l'analyse littéraire, philosophique, et non plus sur le plan de la recherche archéologique, comme justement à la Renaissance, au XVIe, XVIIe siècle, où quand on a découvert Platon et les auteurs anciens, on s'est passionné pour ces histoires-là. Jacques Gossard, vous êtes bien évidemment d'accord avec cette mise en garde de Pierre Lagrange, parce que les nationalistes de tout poil, évidemment, aimeraient beaucoup être les descendants des Atlantes. Ça fait bien sur un arbre généalogique, ça nous. Absolument. À titre personnel aussi, d'ailleurs. J'aimerais bien être un Atlante réincarné. Oui, je vous comprends tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, il nous reste encore trois quarts d'heure, on va dire. J'aimerais bien que l'on aborde quand même l'hypothèse Méditerranée. Alors, l'hypothèse Méditerranée avec, comme l'a dit Pierre Lagrange à l'instant, la mer Égée. Qu'en pensez-vous, Jacques Gossard? Bon, eh bien... D'abord, quelle est-elle, cette hypothèse? Alors, cette hypothèse, elle part d'un fait tout à fait historique, oui. Que personne ne conteste. La seule chose qu'on conteste finalement, c'est la date précise. C'est l'explosion d'une île qui est bien connue maintenant des touristes, qui est l'île de Terra ou Santorin. C'est la même chose, qui est en fait l'île la plus méridionale des Cyclades, en mer Égée. Et cette île, lorsque on va la visiter actuellement, on est surpris par deux choses. On est surpris par sa forme, parce qu'elle a la forme d'un croissant. Et on est surpris également par le fait que dans le centre de cette espèce d'arc de cercle, vous avez une falaise gigantesque qui tombe droit dans la mer. Alors, cette falaise et la forme de cette île, c'est en fait le résultat d'une éruption volcanique qui a eu lieu au XVe siècle avant Jésus-Christ et qui a presque entièrement détruit l'île en explosant, en la faisant exploser véritablement. En fait, bon, c'est un petit peu comparable, si vous voulez, à ce qui s'est passé à Pompéi. C'est-à-dire qu'on avait là une civilisation qui était très florissante, qui était probablement une civilisation de type crétois. D'ailleurs, la Crète n'est pas loin, hein. La Crète se trouve à 110 km au sud de cette île. Et donc, en 1500 avant Jésus-Christ à peu près, le volcan s'est réveillé, le volcan qui formait l'île, le centre de l'île qui à l'époque était circulaire, ce volcan s'est réveillé et assez rapidement a explosé, faisant s'effondrer le centre de l'île dans la mer. Alors, la conséquence de ça a été que, avec une telle violence dans l'explosion, ça a créé un raz-de-marée gigantesque, un tsunami, et ce tsunami a déferlé à travers toute la Méditerranée orientale. On en retrouve d'ailleurs des traces dans les écrits de l'époque et jusque dans les écrits égyptiens. Et une des traces les plus visibles semble avoir été, parce que je le disais, la Crète ne se trouve pas loin, le fait que la Crète a été touchée par ce tsunami. On a d'ailleurs retrouvé, et de nombreux archéologues ont fait des fouilles dans les ports de la Crète, on a retrouvé de nombreux bateaux qui avaient été coulés par le tsunami.
dont le commandant Cousteau d'ailleurs a fait des fouilles à cet endroit-là. Et donc, partant de cette grande catastrophe qui avait vivement impressionné tout le monde méditerranéen de l'époque, et se disant que cette grande catastrophe finalement c'était comparable à cette autre grande catastrophe décrite par Platon, eh bien le parallèle a été fait en se disant, dans le fond, est-ce que cette catastrophe de Santorin ne pourrait pas être la catastrophe décrite par Platon? Effectivement, c'est tentant quand même. C'est tentant, oui. Alors, il y a quand même un petit problème, et ça c'est toute la question de savoir quel crédit on donne au récit de Platon. Ouais, on en revient encore au même point. Voilà. Alors, première chose, est-ce que Platon raconte une histoire vraie ou bien est-ce que c'est une histoire fictive? À partir du moment où on décide que c'est une histoire vraie, là se pose une deuxième question. Est-ce que les détails pratiques donnés par Platon sont fiables ou bien est-ce qu'il faut les interpréter? Si on prend l'hypothèse que Platon a donné des détails fiables, notamment en matière d'ancienneté du phénomène de la disparition de l'Atlantide et en termes de dimension de l'île, Santorin ne convient pas. Par contre, si on admet que Platon a pu se tromper, Platon ou bien Solon ou bien des intermédiaires, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est fort possible. À ce moment-là, il est possible de se dire, le fond du récit est vrai, mais les détails pratiques ne sont pas nécessairement vrais, ne doivent pas nécessairement être pris au pied de la lettre. Et à ce moment-là, si on accommode un petit peu les données fournies par Platon, on peut se dire qu'effectivement, je vais prendre deux exemples tout de suite, on peut se dire qu'effectivement, l'Atlantide, ça peut être bien quelque part en Méditerranée orientale. Alors, il y a deux choses que dit Platon. Platon dit que la Libye, que l'Atlantide était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Bon, en fait, il pourrait y avoir une erreur d'interprétation à un moment ou à un autre, et qu'il ne faudrait pas entendre l'Atlantide est plus grande que la Libye et l'Asie réunies, mais l'Atlantide se situe entre la Libye et l'Asie. Ce qui nous place, évidemment, en pleine Méditerranée orientale. Ce qui est complètement différent. Tout à fait. Deuxième élément, ce sont les dimensions de la plaine de l'île donnée par Platon, et notamment de cette fameuse plaine qui prenait une moitié de l'île à peu près. Si on prend les dimensions données par Platon, l'hypothèse Santorin ne tient pas. Elle ne tient pas parce que l'Atlantide est beaucoup trop grande pour cette région-là. Par contre, si on divise tous les chiffres, tous les nombres donnés par Platon par 10, alors là, on arrive à quelque chose d'assez, je dirais, convaincant, notamment au point de vue des dimensions, parce que les dimensions, ça devient les dimensions de la plaine de Knossos en Crète, et je vous rappelle que Platon parle de 9000 ans avant le Timée, pour la catastrophe de l'Atlantide. Si on divise par 10, on arrive à 900 ans, ce qui peut correspondre à peu près à la catastrophe de Santorin. Donc, si on aménage le texte, effectivement, et à propos d'ailleurs de ces dimensions et du fait de devoir diviser tous les chiffres donnés par Platon par 10, l'explication, ce serait que Solon aurait eu accès à certains textes hiéroglyphiques, mais qu'il aurait confondu deux hiéroglyphes, le hiéroglyphe 1000 et le hiéroglyphe 100, et que chaque fois qu'il parle de 1000, en fait, il faudrait lire 100. D'accord. Effectivement, ça tient debout comme hypothèse. Pierre Lagrange, qu'en pensez-vous? Disons que oui, ça c'était intéressant comme hypothèse. Moi, la question que je me pose, c'est arrivé à un certain niveau, on se rend compte que effectivement, on peut dire tout un tas de choses qui tiennent la route, mais on n'a plus prise vraiment sur le réel. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que il y a un moment où je me demande si à force d'essayer d'enlever, je dirais, le mythe du récit de Platon pour aboutir à une espèce de noyau de faits,
est-ce que finalement on n'est pas en train de, c'est pas une toute autre histoire? Donc est-ce que l'Atlantide c'est toujours là? Admettons que Platon par exemple se soit un peu utilisé l'histoire de Santorin, qui aurait pu être l'objet d'une légende comme ça, qui se serait transmise, parce qu'on imagine qu'une catastrophe comme ça, elle a dû rester dans les mémoires. Bien sûr, oui, oui. Les Crétois ont dû s'en souvenir longtemps. Donc que ce truc se soit transmis et que Platon s'en soit servi. Finalement, on est dans un processus littéraire assez classique. Combien d'écrivains utilisent leur propre existence ou des faits vrais pour écrire leurs romans? Mais la question intéressante, c'est est-ce que c'est l'origine du roman qui est intéressant ou le roman produit en lui-même? Donc finalement, dans le récit de Platon, est-ce que l'important c'est le mythe politique qu'il construit, tout le récit politique, la démonstration qu'il construit, ou cette idée de retrouver quelque chose de vrai entre guillemets à la source? C'est là où je me pose la question. Si on avait un récit qui fasse référence à tout un tas de choses qu'on retrouve clairement et tout, mais là on se rend compte qu'on est obligé au fur et à mesure d'élaborer énormément d'hypothèses, de chercher toujours plus. Et on voit bien que il y a beaucoup d'archéologues qui pensent que effectivement l'histoire de Santorin c'est quelque chose de crédible par rapport au mythe de l'Atlantide, c'est sans doute ce qui tient le mieux et où il y a le plus de correspondance. Mais on se rend compte aussi qu'on est obligé d'aménager à beaucoup d'endroits le texte et le mythe de Platon. Oui. Donc, pour pouvoir le faire correspondre voilà, à cette île. Qu'est-ce qui est pertinent. Et alors, de là, il y a une chose qui m'intéresse, c'est que moi je m'intéresse à un personnage qui s'appelle Paul Lecourt et qui a qui a participé à une espèce de renouveau des études atlantéennes en France dans les années 1920. Et Paul Lecourt témoigne, et avec les autres personnes qui étaient avec lui, ils avaient fondé une société qui existe toujours d'ailleurs, la société qui publie une revue qui s'appelle Atlantis. Et ces gens-là s'étaient un peu disputés dans les années 20 sur la façon de s'intéresser à Atlantide. Il y avait un courant qui était représenté par un monsieur qui s'appelait Roger Devigne, qui est ensuite devenu notamment un spécialiste du folklore de France. Devigne disait cette question appartient aux archéologues et il faut résoudre d'un point de vue archéologique dur la question de l'Atlantide, c'est-à-dire retrouver les vestiges. Un peu comme Schliemann avec Troie, il faut retrouver les vestiges de Troie sous le mythe. Et Paul Lecourt, lui, était d'un point de vue complètement différent. Il disait cette recherche archéologique, c'est très matérialiste et tout. Et lui, dans le texte de Platon et autres, il voulait essayer de retrouver une espèce de philosophie atlante, qu'il a d'ailleurs un temps identifié, alors ça c'est un peu l'erreur qu'il a perdue, avec tout le système politique idéologique représenté par Pétain pendant l'occupation. Mais bon, ça nous ramène encore à ces histoires un peu troubles de la période de la guerre. Mais on voit comme ça qu'il y a des espèces de deux points de vue complètement différents, des volontés d'archéologues, je dirais, de retrouver une preuve objective de l'Atlantide, et puis d'autres qui se disent l'Atlantide c'est une espèce de vaste idée qui représente une espèce d'héritage du passé qu'il faudrait retrouver dans la fondation du présent. Mais on voit que quand, comme ça, les preuves font défaut, il y a tout un tas d'autres façons de décliner l'histoire de l'Atlantide. Et finalement, la vraie question, c'est à partir d'un moment où on va s'acharner sur le texte de Platon, c'est est-ce que finalement ce que l'on trouve est toujours pertinent par rapport à ce que Platon a écrit. Tout à fait. Jacques Gossard, cette hypothèse de l'île donc de Terra, est-ce que vous la trouvez intéressante? Parce que si des archéologues se sont penchés sur cette hypothèse, les fouilles sont peut-être plus faciles. Là, on a des documents sur la civilisation qui a vécu sur cette île. Oui, effectivement. D'ailleurs, on a retrouvé, je parlais de Pompéi tout à l'heure, on a retrouvé toute une ville enfouie sous les cendres, qui s'appelle Akrotiri, et donc on retrouve vraiment, on a aucune, je dirais, aucun doute sur la réalité de l'explosion de Santorin. Ça, c'est un fait tout à fait prouvé. Bon, ce qui n'est pas tout à fait ce qui est sujet à discussion pour l'instant, c'est la date exacte. Au départ, on avait parlé de 1470-1500 avant Jésus-Christ. Actuellement, on vieillirait plutôt aux alentours de 1650. Oui. On a fait de nouvelles analyses, notamment on a fait des analyses des carottages. Vous savez, on mesure beaucoup d'événements catastrophiques du passé actuellement par les carottages que l'on effectue en Antarctique. Oui. Et d'après ces dernières analyses,
la date serait un petit peu reculée. L'événement serait un peu plus ancien qu'on le prévoyait, mais en dehors de ça, tout ça, c'est une réalité archéologique et on peut retrouver des choses. Maintenant, dire que ce qu'on a retrouvé, ce sont les vestiges de l'Atlantide, ça, c'est aller un petit peu loin. Oui, nous sommes d'accord. Et ça, c'est aller un petit peu loin, et on ne peut y arriver qu'en triturant le texte de Platon. De manière assez sévère d'ailleurs. Oui, je le reconnais. Jacques Gossard, Pierre Lagrange, vous restez avec nous. Une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir une autre hypothèse que vous connaissez bien, Jacques Gossard, puisque c'est l'hypothèse de Gérard Collina concernant le détroit de Gibraltar cette fois-ci. Et là, on serait peut-être un peu plus proche du texte de Platon. Ensuite, avec Pierre Lagrange également, nous étudierons très rapidement, parce que ce sont peut-être un peu plus farfelus, mais il faut en parler quand même, des hypothèses qui situent l'Atlantide en Antarctique par exemple, et une hypothèse intéressante aussi, selon laquelle l'Égypte serait l'héritière des Atlantes, la grande Égypte des pharaons. Nous verrons cela dans quelques minutes dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Vous le savez, vous pouvez intervenir dans cette émission et poser vos questions directement à mes invités, Jacques Gossard ou Pierre Lagrange. Deux biais pour y parvenir. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Et bien entendu, vous pouvez me contacter directement par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Je me ferai le porte-parole de vos SMS. Tout à l'heure, comme l'a dit Jacques Gossard dans le courant de cette émission, nous essaierons de voir quelles sont les traces possibles qui pourraient être des traces d'Atlante après le séisme. Et là, on répondra au SMS que nous a envoyé Pachi, qui est du Pays Basque, qui dit que il a lu quelque part que les Bretons, les Basques, les Irlandais, les Berbères également, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord du moins, seraient les descendants des Atlantes. Mais pour le moment, Jacques Gossard, évoquons cette hypothèse, qui est la dernière en date, je crois, m'avez-vous dit, de Gérard Collina concernant le détroit de Gibraltar. Et là, on serait en plein dans le texte de Platon, finalement, les colonnes d'Hercule. Oui, c'est exactement, c'est Jacques Collina Girard. Ah, pardon, très bien, c'est moi qui ai mal écrit son nom, d'accord. Oui. En fait, c'est la dernière... je dirais la dernière hypothèse sérieuse, parce que effectivement vous l'avez évoqué, il y en a d'autres qui sont nettement moins sérieuses, mais là en Antarctique ça vous pas trop. Ben non, moyen. Pas trop. Les palmiers en Antarctique, bon. Très bien, bon. Non. Alors Collina. Oui, alors Collina, en fait, c'est une hypothèse assez récente, date de 2001 à peu près. Je crois que c'est 2001, oui. En fait, Jacques Collina Gérard s'est aperçu que il existait au milieu du détroit de Gibraltar, donc dans cette région du détroit de Gibraltar, donc juste entre Méditerranée et Atlantique, un haut fond qui, à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, était une île. Et il en a conclu, bon, je résume un petit peu son raisonnement, mais vous me voyez arriver, hein, il en a conclu que cette île qui se trouvait dans cette région dont parle Platon, au-delà des colonnes d'Hercule, bon, on peut encore interpréter qu'est-ce qu'on appelle au-delà, mais en tout cas dans la région des colonnes d'Hercule, il y avait effectivement une île aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, une île certes beaucoup plus petite que ce que Platon disait, mais une île quand même, et que cette île pourrait très bien être l'Atlantide, et qu'en tout cas, c'est une hypothèse qui, selon lui, tient la route. Alors, bon, évidemment, il y a un certain nombre d'objections qu'on peut faire à cette hypothèse, c'est que, je viens de le dire, d'abord, on peut discuter qu'est-ce qu'on appelle au-delà des colonnes d'Hercule, mais pour moi, au-delà des colonnes d'Hercule, c'est clairement plutôt dans l'Atlantique. Enfin, soit. Il y a le fait, encore une fois, que si on veut assimiler cette petite île qui se trouve au milieu du détroit de Gibraltar à l'Atlantide de Platon, il faut encore une fois triturer les dimensions qui ont été données par Platon. Oui, donc bon. Oui. Et puis, je dirais qu'il y a encore un élément dont il faut tenir compte malgré tout, c'est que Platon dit
très clairement que l'Atlantide a disparu à la suite d'une catastrophe. Et que ça s'est fait très rapidement, en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit. Même si on peut dire qu'il s'agit d'une manière de dire que ça s'est déroulé très rapidement, il n'en reste pas moins que c'est un événement de type catastrophe, que c'est un événement assez soudain. Or, dans le cas de l'île de Spartel, puisque cette île s'appelle Spartel, cette petite île donc du détroit de Gibraltar, elle a disparu tout simplement parce que le niveau de la mer a augmenté, mais petit à petit. Oui, ça s'est pas fait. Assez rapidement, certes, mais quand même, on estime, pour vous donner une idée, on estime que sur une vie d'homme, le niveau de la mer a monté d'à peu près 2 mètres. Oui. Donc c'est pas vraiment une catastrophe. Oui, c'est vrai. Oui. Mais alors, dites-moi. Alors là, je vous pose la question à vous, Jacques Gossard. Ensuite, je la poserai à Pierre Lagrange. Une île d'une dimension quand même assez respectable, qui disparaît en un jour et une nuit, peut être due à un phénomène céleste. Vous l'aviez évoqué en tout début d'émission, c'est-à-dire une météorite qui tombe, quelque chose comme ça. Ouais. Les astronomes sont peut-être capables d'avoir un historique de ce qui est tombé sur la Terre. Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que c'est possible? Mais écoutez, de toute façon, en ce qui concerne la théorie de la catastrophe amenée par un objet céleste, Oui. on retrouve effectivement des traces. Et dans le cas de l'Atlantide, dans l'hypothèse où ce serait effectivement un objet céleste qui serait venu percuter la surface de l'océan dans la région de l'Atlantique, on a 2 traces. D'abord, ce qu'on appelle les fosses de Porto Rico, qui seraient en fait, bon, pour résumer un petit peu les choses, le scénario de la catastrophe, c'est celui-ci: un astéroïde ou météorite, appelons ça astéroïde, vient percuter la Terre, mais évidemment, avant de percuter la Terre, cet astéroïde entre en contact avec l'atmosphère terrestre, s'échauffe et éclate partiellement sous l'action de la chaleur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on obtient à l'issue de cette explosion? D'une part, quelques gros morceaux qui vont terminer leur course dans l'océan Atlantique et qui vont déclencher la catastrophe de l'Atlantide, et d'autre part, des tas de petits morceaux, des tas de petits cailloux qui vont aller cribler le sol en amont, je dirais, de l'impact principal. Oui. Alors, est-ce qu'on retrouve des traces? Eh bien oui, on retrouve les traces des 2 gros morceaux dans les fosses de Porto Rico, qui sont des fosses très profondes, comme vous le savez. Et puis, ce qui est moins connu, on retrouve des traces très nombreuses d'éclats qui ont frappé le sol de la Caroline du Nord et du Sud, mais principalement Caroline du Nord, donc aux États-Unis actuels, donc en Amérique du Nord. C'est ce que l'on appelle, c'est un phénomène bien connu, c'est une curiosité locale bien connue, c'est ce qu'on appelle les baies de Caroline. Et si vous voulez, ces baies de Caroline qui se comptent par centaines, sinon par milliers, sont des trous assez conséquents d'ailleurs, qui criblent véritablement tout le territoire entre, je dirais, l'intérieur des terres de Caroline du Nord et l'océan Atlantique, la bordure de l'océan Atlantique. Oui. Donc, vous parliez de traces, eh bien oui, on retrouve des traces. Mais bon, de là en tirer des conclusions concernant l'Atlantide, c'est... Non, ça prouve simplement que l'hypothèse selon laquelle l'Atlantide aurait été... Vous savez, il faut essayer de démontrer ce qui est démontrable, et chaque élément. Et dans l'hypothèse atlantique, il y a cet élément fondamental qui est, il y a eu une catastrophe. Et une catastrophe probablement due à un objet céleste. Est-ce qu'on peut retrouver des traces d'une catastrophe due à un objet céleste? Eh bien oui, on en retrouve. Maintenant, ça ne prouve pas que cet objet est en rapport avec la catastrophe de l'Atlantide, ni même que l'Atlantide a existé, bien entendu. C'est un élément de la démonstration. Pierre Lagrange. Comment dire, c'est vrai que depuis quelques décennies, on parle beaucoup de catastrophes extraterrestres, notamment pour toute la controverse sur les dinosaures et tout, et on s'est rendu compte que la Terre n'était pas un astre isolé du reste du cosmos, mais qu'il y avait une espèce de communication entre les astres, et notamment des astéroïdes qui se promènent et qui
à intervalles assez réguliers, tombe sur Terre et bouleverse tout l'écosystème terrestre. Donc c'est vrai que ça fait partie des nouvelles, je dirais, idées qui deviennent très à la mode pour imaginer l'Atlantide. Longtemps c'était une catastrophe assez classique, le tremblement de terre, apocalyptique et tout. Et là, l'hypothèse de la météorite géante devient intéressante. Alors moi je sais pas trop, c'est vrai qu'on retrouve là on a des traces très concrètes de cataclysmes, mais c'est dans des temps géologiques assez anciens. Moi, je dirais toujours une question, ça serait déjà une question pour Jacques Gossard. Je me dis à partir du moment où effectivement on commence à s'intéresser au mythe de l'Atlantide, après on en vient à s'intéresser à tout un tas d'autres sujets, je dirais Santorin, les baies de Caroline, enfin le Bimini, et finalement on se dit, est-ce que le lien qu'il y avait avec la question de départ, est-ce qu'il est finalement toujours pertinent, et moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que quelque part on le maintient? Ces sujets sont intéressants en soi, mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment cette espèce d'extraordinaire enthousiasme qu'il y a pour l'Atlantide, qui est finalement la motivation pour faire tout un tas de recherches à côté, qui sinon, sans doute, n'auraient pas été entreprises. Et ce qui, du coup, moi, je trouve passionnant dans cette histoire, c'est de voir comment, on le voit notamment dans des reportages qu'on peut voir régulièrement sur la 5e ou Arte, comment on nous parle effectivement de Santorin ou de sujets comme ça, en reliant, ou de cette histoire de l'hypothèse là de Gibraltar, là, l'île qui alors, pour le coup n'a plus rien à voir avec les dimensions de l'Atlantide, on relie constamment ça à l'Atlantide. Et je me rends compte que l'Atlantide est un de ces sujets qui est un médiateur extraordinaire entre l'archéologie la plus scientifique, on va dire, qui étudie des tas de sujets très divers, et le public qui ainsi va trouver une espèce d'accroche et s'intéresser à des questions qui, sans ça, sans doute, l'auraient intéressé très modérément. Mmh. Donc je crois qu'il y a toute une époque où l'Atlantide était un sujet que les philosophes étudiaient très, très sérieusement, Kircher, en fait, à une époque jusqu'au 19e siècle, on étudiait ça, ça faisait partie de l'histoire de l'archéologie et de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu abandonné, mais ça reste quand même encore une source de motivation passionnante, et qui fait que finalement on va s'intéresser à des tas de choses où à la fin, comme Jacques Gossard l'a dit constamment au cours de l'émission, on se demande finalement quel est le lien qui reste avec l'histoire de Platon. Plusieurs SMS sont arrivés. Je vous demanderai quelques réponses rapides, Jacques Gossard, Pierre Lagrange, avant d'évoquer la dernière partie du dossier, c'est-à-dire les traces. Jacques Gossard, vous en parliez, parce que bon, les traces de l'Atlantide elle-même, il y a peu de chances pour qu'on en trouve, mais en revanche, des traces dans d'autres civilisations, peut-être Atlante, ça va être intéressant. Alors, premier SMS qui est arrivé tout à l'heure. C'est un SMS qui a été envoyé par Gilles de Dordogne, des traces d'Atlante, des ossements d'hommes de plus de 2,50 m dans les grottes sur les îles des Açores. Jacques Gossard. Oui, je crois qu'il y a un peu une petite confusion entre les deux archipels. Entre l'archipel des Açores et l'archipel des Canaries. Oui. Bon, il faut savoir que déjà officiellement, et pour autant que je sache, les Açores étaient vierges de toute population au moment où on les a découvertes. D'accord. Ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que, par contre, aux Canaries, lorsque les Européens sont arrivés aux Canaries, c'est-à-dire au début du... Ah, nous avons perdu Jacques Gossard. Nous allons le rappeler immédiatement pour avoir la fin de son explication concernant ces ossements d'hommes de plus de 2,50 m dans des grottes, donc visiblement aux Canaries. Pierre Lagrange, en avez-vous entendu parler? Non, ça je connaissais pas. Il y a l'histoire des. Je comptais sur vous pour me sauver un petit peu, mais l'histoire des géants, c'est un truc qui est aussi pareil, qui est pas très récent. Ouais. On a partout. Il y a une époque où en Patagonie il y avait des géants jusqu'au jour où on les a mesurés. Oui. Et c'est vrai que tout au cours de l'histoire de l'archéologie, il y a comme ça des découvertes d'ossements fossiles tout à fait concrets qu'on a cru être des ossements d'hommes géants. Oui, alors là, cette histoire-là, il y a tellement d'histoires qui traînent dans la littérature que c'est difficile de tout vérifier. Je la connaissais pas, mais bon. On a retrouvé Jacques Gossard, qui lui va pouvoir continuer à nous répondre. Alors, Jacques Gossard, avant de vous perdre, nous en étions aux Canaries. Alors, est-ce qu'il existe des ossements d'hommes donc de plus de 2,50 m? Parce que là, pour le coup, c'est Alors, 2,50 m, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais très grand, oui.
En fait, la population préhistorique qu'on a découverte au moment où les Européens sont arrivés au début du XVe siècle est une population de type Cro-Magnon. Bon, Cro-Magnon, tout le monde connaît, hein, dont une des caractéristiques dans ces îles était d'être très grands. Et effectivement, des hommes d'un mètre 90 à 2 mètres, c'était très courant. D'accord. Donc, effectivement, on a retrouvé des sortes de géants, oui, mais non pas des squelettes, mais des gens bien vivants, qui avaient toute une culture, je ne parlerai pas d'une civilisation, mais toute une culture bien spécifique, et une culture qui était de type préhistorique, assez primitive de certains points de vue, notamment au niveau de l'outillage lithique, mais qui avait quand même des connaissances assez surprenantes pour un peuple préhistorique, et notamment la connaissance de la technique de momification. Ah bon? Oui. En fait, les Guanches, puisqu'il s'agit des Guanches, donc des anciens Canariens, connaissaient la technique de momification, et on a retrouvé des dizaines de milliers de momies dans les grottes des îles Canaries. Donc, on ne peut pas en tirer la conclusion selon laquelle ce seraient des descendants d'Atlante. Non, directement, non. Évidemment que non. On ne peut, dans le cadre d'une hypothèse globale sur l'Atlantide atlantique, se dire qu'il est possible que, bon, vous savez, dans une catastrophe, il y a toujours des survivants, que ces survivants, ils ont bien dû partir quelque part, et le seul endroit où ils pouvaient aller, c'était soit vers l'ouest, soit vers l'est. Vers l'est, ils rencontraient les Canaries, et là, certaines, mais encore une fois, c'est un scénario, c'est une hypothèse, mais une hypothèse dont les éléments se tiennent malgré tout, que là, certains Atlantes, rescapés Atlantes, auraient pu faire souche, auraient gardé un certain nombre de connaissances, dont la technique de momification, alors que d'autres continuaient, atteignaient le continent, et là, on a des traces quand même aussi d'invasion de Cro-Magnon. Je parlais de Cro-Magnon tout à l'heure. On a des preuves de l'arrivée de Cro-Magnon en Afrique du Nord, au contact de populations beaucoup plus primitives, et de l'évolution de ces peuplades de Cro-Magnon à travers toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, en direction de l'Est. Oui, le problème, c'est que Platon a décrit une civilisation très avancée, économiquement, politiquement, socialement, donc il ne parlait pas forcément des Cro-Magnons. Fût-il de 2 mètres de haut. Non, il ne parlait pas de ça, effectivement, mais il faudrait quand même qu'on se mette d'accord. Et on parlait tout à l'heure de fascination pour l'Atlantide, du fait qu'on faisait toujours référence à ce mythe extraordinaire, mais il faut voir aussi ce qu'on y a mis dans ce mythe. Alors c'est vrai que Platon a parlé d'une civilisation brillante, mais qu'est-ce que ça veut dire une civilisation brillante? Moi, je dis que la civilisation paléolithique, préhistorique, qui a conçu Lascaux, c'est une civilisation brillante. C'est vrai. Alors, faut-il, pour qu'une civilisation soit brillante, qu'elle ait inventé le rayon laser et la machine à laver? Je ne le pense pas. Et tout le problème aussi vient du fait que on a associé les Atlantes à des espèces de surhommes par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que dans le domaine des connaissances matérielles et scientifiques et technologiques, ces gens nous dépassaient de 30 à 40 coudées. Et une des personnes qui a contribué à répandre cette idée, c'est Edgar Cayce, qui parlait de rayons verts, qui parlait de connaissances extraordinaires dans ce domaine-là. Ça a entretenu évidemment le mythe. Bon, on consacrera d'ailleurs une émission à Edgar Cayce qui a été considéré, enfin ses lectures ou ses voyances plutôt, ses prédications ont donné lieu à l'écriture. Il écrivait de nombreuses, toutes ces prédications ont été couchées sur le papier et ça donnait des volumes et des volumes extraordinaires. Et il a parlé notamment de l'Atlantide. Je vous propose à tous les deux une petite pause et on se retrouve avec Bernard qui nous appelle de Sainte-Marie.
qui a une hypothèse à nous présenter. On en parlera ensemble juste après cette pause. Si vous voulez nous envoyer des SMS et participer à l'émission, c'est avec grand plaisir, vous le savez. Vous tapez Sud sur votre portable et vous laissez un espace et vous rédigez votre question, votre commentaire, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons de l'Atlantide ce soir avec Jacques Gossard qui fait partie du comité de rédaction d'une revue que je vous recommande, une revue belge qui se consacre aux civilisations perdues. Elle s'appelle Kadat, K-A-D-A-T-H et vous pouvez avoir toutes les informations et vous y abonner 9 €. Et non, c'est vraiment pas excessif pour si vous êtes passionné par les civilisations perdues. Donc le site internet c'est kadat.be et Pierre Lagrange qui est en notre compagnie. Pierre Lagrange qui est sociologue, auteur de nombreux livres et articles d'ailleurs sur le phénomène OVNI et sur le dossier Roswell, immense dossier concernant le monde de l'ufologie, est en notre compagnie également. Juste avant de repartir sur le dossier Atlante et d'accueillir Bernard, juste une question, Jacques Gossard. Kadat, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Kadat, au départ, c'est dans l'œuvre de Lovecraft, qui est oui. un auteur de fantastique américain. Oui. Kadat, c'est la cité des grands anciens. Ah, très bien. Oui. Alors, bon, simplement, symboliquement, nous sommes partis à la recherche de Kadat, donc, mais c'est purement symbolique. Hein. Oui, une autre Atlantide, on va dire. Oui. Alors, Jacques Gossard, Pierre Lagrange, nous accueillons Bernard qui vient nous rejoindre, qui nous appelle de Sainte-Marie. Bonsoir Bernard. Bonsoir à vous. Alors, vous nous appelez parce que vous avez une hypothèse intéressante à nous soumettre. Nous vous écoutons, selon laquelle il y aurait des textes concernant l'Atlantide, des textes dissimulés quelque part. Dites-nous en quoi consiste cette hypothèse. Oui, tout à fait. Ces textes sont connus par les scientifiques, mais ne nous ont pas été relatés pour diverses raisons. Mm-hmm. Et ils sont en fait retirés de la bibliothèque d'Assurbanipal, qui tenait en fait une trentaine de mille de tablettes cunéiformes. Mm-hmm. Alors, attendez, juste une question. La bibliothèque d'Assurbanipal, c'est où est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un roi perse. Oui. De l'ancienne civilisation mésopotamienne, Mm-hmm. et qui, à un seul titre de gloire, n'avait fait que cette bibliothèque. Oui. Il avait essayé d'intégrer énormément d'informations d'ordre culturel et artistique, Mm-hmm. afin de comprendre une situation dans notre histoire de l'époque. Oui. Mm-hmm. Et ces textes ne nous sont toujours pas parvenus. Par contre, il y a une bride d'informations que j'ai réussi à recueillir et qui révélait qu'en fait, le peuple, non seulement assyrien et babylonien, de cette époque-là, Mm-hmm. et qui remonte à environ 8000 et qui est presque de 10 000 ans, comme le disait Platon, Mm-hmm. et ces deux populations sont originaires d'une seule et même civilisation. Et cette civilisation était en fait un peuple primitif, comme vous disiez tout à l'heure. Mm-hmm. Il pouvait être primitif, mais Brillant. mais très brillant. Mm-hmm. Et il détenait en fait une grande culture, ce peuple. Oui. Mais on ne sait toujours pas c'est qui. Donc, par rapport à cette recherche-là et par rapport au texte de Platon, j'ai fait mes propres recherches et à titre de loisir, tout simplement. Bien sûr. Et comme vous disiez au début de votre émission, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport aux prêtres égyptiens. Vous savez très bien que l'histoire est toujours écrite par ceux qui détiennent le pouvoir. Bien sûr. Platon, d'une certaine manière, nous fait parvenir un mythe, mais ce mythe, depuis la nuit des temps, comme vous le disiez aussi vos deux invités, Mm-hmm. Jacques et Pierre, le mythe ne servait qu'à une seule chose, c'était de laisser passer en fait une information qui était plus ou moins codifiée. Elle était de manière homérique, hasardeuse, imprudent, risqué et téméraire, voire même mortel quelquefois. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que Platon était l'élève de pas n'importe qui, de Socrate. Mm-hmm. Et
Et c'est très important, ça. Alors, selon vous, donc, des textes concernant la civilisation atlantide auraient existé et auraient été stockés dans cette bibliothèque d'Assurbanipal et auraient été, d'une manière ou d'une autre, détournés, planqués, pour ainsi dire, pour ne pas être révélés. Nous sommes d'accord. Vous avez donné un élément très, très, très important au départ de votre émission. Vous dites que Aristote, tout en étant élève de Platon, est contre cette idée même de l'idée de colporter ce mythe. Oui. Pourquoi? Et nous savons dans l'histoire qui va précéder que Aristote est le professeur de Alexandre le Grand. Qu'est-ce que fait Alexandre le Grand? Il parcourt toute l'Afrique et même le territoire perse. Il va jusqu'en Inde, même beaucoup plus haut. Oui. Mais nous ne savons pas vraiment quoi. Mais il y a une information qui est primordiale et qui cache en fait. Moi, ce n'est que pure spéculation. Ce n'est qu'une recherche à titre de loisir, je vous dis. Mais cette information du point de départ, c'est que par rapport à cette catastrophe naturelle, nous voyons qu'en fait, il y a une certaine population qui a pris une supériorité par rapport à d'autres parce qu'en fait, ils ont été réactifs par rapport à une opportunité, quoi. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant pour nous, quoi. Parce que, comme vous le disiez hier avec une de vos invitées, c'est que les grandes vérités n'ont pas d'âge, quoi. Et j'ai essayé de relier cette théorie par rapport à beaucoup de textes, comme je vous disais, par rapport aux mythes et aussi aux épopées qui sont contre les mythes. Parce qu'en fait, les épopées ne sont que des outils aussi créés par des nations qui ne font que connaître la conscience d'elles-mêmes. Elles sont cas, en fait. Alors, Bernard, une petite pause. Je me tourne vers Jacques Gossard. Ces textes de la bibliothèque d'Assurbanipal. Est-ce que vous en avez entendu parler, Jacques Gossard? Non. Non. J'en ai pas entendu parler. Non. Mais ça m'intéresserait, si votre auditeur avait des informations là-dessus, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, nous avons les coordonnées de cet auditeur. On vous les transmettra, bien entendu, avec grand plaisir à la fin de cette émission. Pierre Lagrange, ce que nous a dit Bernard est vraiment le témoignage tout à fait précis de que ce mythe de l'Atlantide enflamme encore les imaginations, y compris d'aujourd'hui. Oui, ça, on peut le dire, oui, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je connais pas sur Banipal. Bon, on connaît effectivement, il y a des historiens qui travaillent dessus. Parce que je voudrais mettre notre auditeur en garde sur effectivement le fait que d'abord, il faudrait voir est-ce que ces documents parlent effectivement de l'Atlantide. Ensuite, je me méfie un peu toujours des histoires d'histoires cachées et de savoir caché. On a, vous savez, la bibliothèque du Vatican qui est censée avoir des archives secrètes et tout ce qui s'ensuit. Donc, on s'enflamme parfois un peu vite. Les historiens connaissent assez bien ça. Et j'avais pas entendu effectivement parler d'histoire de l'Atlantide. On a essayé de trouver d'autres auteurs qui dans l'Antiquité, dans Hérodote, tout ça, qui auraient évoqué aussi l'Atlantide. Mais là aussi, on se rend compte toujours qu'il faut faire une preuve d'interprétation, interpréter pas mal les textes, les solliciter pour retomber sur Platon. Et c'est souvent des histoires assez différentes. Donc là aussi, Pierre Lagrange, juste une petite parenthèse. Jacques Gossard, vous vouliez intervenir sur la bibliothèque du Vatican? Non, d'accord. Pas spécialement sur la bibliothèque du Vatican, mais enfin bon, effectivement, il y a la bibliothèque du Vatican, il y a la bibliothèque d'Alexandrie, et puis il y a tous les écrits égyptiens qui ont été cachés, qui seraient à double ou triple lecture, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette partie savoir caché. Là, j'abonde dans le sens de Pierre Lagrange. Il y a tout ce savoir caché. C'est vrai que dans certains cas, ce savoir peut être partiellement caché, mais je dirais qu'il faut se méfier beaucoup de ce que l'on peut trouver et surtout ne pas trouver, parce que c'est lorsqu'on ne trouve pas que l'imagination s'emballe. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est intéressant parce que là, on commence véritablement à changer par rapport à tout ce que nous disons. Mais juste, je fais aussi très attention à ce que je dis. Mais par rapport à la première bibliothèque, comme je vous parlais, et une seconde qui rentrera dans l'histoire, c'est celle qui est d'Alexandrie et qui ne fait qu'une seule chose aussi.
Alors là, attendez, Mais celle-là, elle n'en reste plus, justement. Ouais. Alors, juste, je voudrais, parce que il est 23h46 et on n'en a que jusqu'à minuit, malheureusement. Jacques Gossard, Pierre Lagrange, je remercie Bernard d'être intervenu. J'aimerais que l'on aborde durant ces dernières minutes les éventuelles traces qu'aurait pu laisser, parce que là on est vraiment dans le conditionnel, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, qu'auraient pu laisser les Atlantes dans les différentes civilisations où ils auraient pu débarquer après le séisme qu'ils ont subi. Jacques Gossard, est-ce que ce sont là des pistes de recherche intéressantes? Intéressantes certainement, parce que ça correspond à des questions qu'on peut se poser. Par rapport aux origines de l'Égypte, aux origines de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons, avec ses hiéroglyphes, avec les grands monuments, etc. Il y a un certain nombre d'éléments quand même qui posent problème et qui doivent nous faire réfléchir. Ah, là nous avons un espèce de son qui intervient chez vous, Jacques Gossard. Je ne sais pas si ça vient de chez vous. Eh bien, écoutez, j'ai pas bougé. Ça y est, donc... parfait. Là, ça va bien, très bien. On peut continuer. Oui. Bon. Donc j'étais en train de dire que oui, effectivement, il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient à propos de la civilisation égyptienne. À partir du moment où on les examine, on peut effectivement à certains moments retrouver des éléments qui sont présents dans l'histoire de l'Atlantide. Par exemple, la population elle-même, la population égyptienne. D'après, bon, et là, c'est en discussion, mais je me base uniquement sur des analyses, sur les résultats d'analyses qui ont été faites. La grande majorité de la population égyptienne est d'origine africaine. Oui. Bon, ça c'est indéniable. Ah oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, et dans l'esprit de la plupart des gens, ça n'est pas toujours le cas. Mais parmi cette population, il y a un certain pourcentage d'éléments étrangers. À peu près 10% pour l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire les débuts de la civilisation égyptienne, c'est-à-dire aux alentours de 3200 avant Jésus-Christ. On retrouve 10% d'une population venant de l'extérieur, et c'est une population de Cro-Magnons. Alors, Cro-Magnons, nous en avons parlé tout à l'heure à propos des Guanches, et bon, bien qu'on soit allé un peu vite, on peut imaginer qu'il y ait une relation entre Cro-Magnon et Atlante. Oui. Donc à ce moment-là, on retrouve cet élément du côté égyptien. Mais pas de traces écrites, je dirais, pas de fresques, pas de textes qui font état de ce mélange des populations, de l'origine de ces populations arrivées, rien de ce côté-là. De textes directement lisibles, non. Oui. Mais bien entendu, on peut retrouver des éléments à interpréter, bien entendu, dans les légendes. Dans toutes ces légendes, dans le fait, par exemple, que un certain nombre de dieux du panthéon égyptien, de dieux et surtout de déesses, sont manifestement d'origine étrangère. Je prends par exemple la déesse Neit, ou la déesse plus connue Isis. Oui. Ce sont des déesses qui sont très anciennes, qui sont plus anciennes que le mythe au cours duquel elles sont devenues célèbres. Ce sont des déesses primordiales et qui viennent de l'étranger, probablement de Libye, probablement de l'Ouest. Bon, ça c'est un élément. Et puis il y a toutes ces légendes à propos notamment de l'histoire d'Osiris et d'Isis. Oui. Qui se fait, Osiris, enfin vous connaissez l'histoire, qui se fait assassiner par son frère, qui est ressuscité par sa femme Isis, etc. Voilà, qui retrouve tous les morceaux. On retrouve toute une, je dirais, toute une dynamique de population entre et d'échange de population entre le nord et le sud d'une part, mais également entre l'ouest et l'est, c'est-à-dire entre le désert de Libye et l'Égypte. Donc, en cherchant bien, on retrouve effectivement un certain nombre d'éléments qui peuvent plaider en faveur d'une arrivée d'étrangers à un moment de l'histoire de l'Égypte, dans une période crucial. Très courte, et une grosse masse de population qui est arrivée. Pas nécessairement une grande masse, mais une masse en tout cas influente. Je vous parlais de 10%, mais 10% de gens qui sont arrivés, qui auraient pu arriver. Nous sommes toujours dans l'hypothèse, je voudrais le rappeler quand même, qui seraient arrivés dans la vallée du Nil, qui auraient découvert là une population néolithique que l'on
connaît par ailleurs parce qu'elle a laissé suffisamment de traces, et qui aurait insufflé un savoir, une culture, le petit quelque chose qui a fait Ouais. que la civilisation égyptienne a démarré très rapidement. Ouais. Elle s'est installée dans tous ses composants très rapidement. Ouais. Très rapidement, ça veut dire 100 ans, 200 ans au maximum. Ouais. Pierre Lagrange, que pensez-vous de cette hypothèse qui semble tout à fait attrayante, c'est vrai? Oui, alors, il y a une petite chose sur laquelle je voudrais revenir quand Jacques Gossard parle de Cro-Magnon. Là, je comprends pas bien parce que, enfin, d'après ce que je sais de la préhistoire, de la science préhistorique actuellement, on descend tous de l'homme de Cro-Magnon, ce qu'on appelait l'homme de Cro-Magnon, donc qui est l'homme moderne, qui a vécu aux côtés de Néandertal, mais l'homme de Néandertal, lui, a disparu entièrement, et que ce soit tous les peuples qui vivent sur Terre actuellement descendent de cette branche-là. Donc je vois pas trop dans l'histoire notamment des Guanches là cette idée de en quoi Cro-Magnon est différent des autres espèces et ethnies humaines. Alors Jacques Gossard, une réponse. L'homme de Cro-Magnon, c'est qui pour vous l'homme de Cro-Magnon? Parce que comme dit Pierre Lagrange, on descend tous de l'homme de Cro-Magnon finalement. Oui, mais excusez-moi, mais j'ai perdu une partie de ce que disait Pierre Lagrange parce que j'ai eu un petit problème de téléphone. Oui. Mais en fait, c'est vrai qu'on descend tous, mais il faut voir ça dans le contexte de l'Afrique du Nord. Ces hommes de Cro-Magnon, en fait, ils ne sont pas présents partout en Afrique du Nord au moment de la supposée catastrophe de l'Atlantide. Ce qui se passe, c'est que apparemment, des hommes de Cro-Magnon arrivent soit par l'Espagne, soit par les Canaries, donc soit de l'ouest, soit du nord, et arrivent dans un contexte qui n'est pas du tout Cro-Magnon, qui est la culture dite atérienne, qui est une culture de Néandertal. Et donc, c'est en ce sens que la civilisation, la culture de Cro-Magnon est étrangère à cette partie de l'Afrique, donc de l'Afrique du Nord, et spécialement dans la région du Maroc et d'Algérie actuelle. Alors, si je résume, parce que là, on en arrive à la fin de l'émission, en fait, les Atlantes auraient été des Cro-Magnons brillants, évolués. Auraient été des Cro-Magnons brillants, évolués, mais, je le répète encore une fois, comme l'ont été les Cro-Magnons d'Europe, ceux qui ont fait Lascaux. Pour moi, c'est ça une civilisation brillante, parce que, par exemple, pour que Lascaux ait pu exister, il a fallu qu'il y ait des artistes spécialisés. Et une culture ou une civilisation qui peut se permettre le luxe d'avoir des gens qui passent leur temps à peindre dans des cavernes, c'est une civilisation évoluée. Oui, complètement. Alors là, on va attaquer les quelques dernières minutes de cette émission concernant l'Atlantide. Je vais vous poser une question qu'on ne pose pas en principe à des scientifiques ou à des gens, je dirais, sérieux, qui sont des références chacun dans leur domaine. Je vais commencer par vous, Pierre Lagrange. Croyez-vous ou pas en l'Atlantide? Oula. Je l'ai gardé pour la fin, hein, vous avez noté. Bon, moi je dirais, s'il prend la question, je dirais au premier degré, non. Je pense que, vous voyez, on a discuté pendant toute la soirée. On a un texte qui est celui de Platon, qui est une démonstration politique. Il y a un débat qui, à son époque, a sans doute une signification. Mais c'est vrai que nous, par rapport à toutes les découvertes qu'on peut faire, on se rend compte que le lien avec l'Atlantide est finalement purement théorique. Donc la vraie question elle est là, c'est-à-dire que l'évolution des savoirs est telle que toutes les questions qu'on a pu rattacher ce soir à l'Atlantide, le lien est très ténu et finalement on est obligé de beaucoup spéculer et les preuves matérielles on les a pas. Donc il y a tout un tas de découvertes éventuellement à faire en étant motivé au départ par l'histoire de l'Atlantide. La question ultime, c'est que ces découvertes qu'on fait, on n'a aucune assurance que ça ait le moindre lien avec cette histoire-là. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette histoire. C'est une histoire qui est très stimulante et dont la passion qu'elle exerce encore sur les gens est quelque chose de proprement fascinant en soi. C'est vrai que de voir comment une histoire a pu durer autant, il y a tout un tas de mythes comme ça qui nous transportent encore. Hein. On cherche l'Arche de Noé, il y a tout un tas de sujets qui passionnent tout le monde. Mais c'est vrai que toutes les discussions qui se sont greffées là-dessus sont finalement des discussions dont
on peut se demander si en dehors de l'Atlantide, on s'y serait passionné autant. Bah ouais, c'est ça, moi, qui m'intrigue beaucoup. Tout à fait. Jacques Gossard, dernière question pour vous. L'Atlantide, vous y croyez ou pas alors? Ce n'est pas une question de croyance en ce qui me concerne. C'est une question d'opinion. Et je dirais qu'à titre d'hypothèse, c'est une hypothèse intéressante. Et c'est une hypothèse intéressante en soi, oui, parce que ça permet de reconstituer, encore une fois à titre d'hypothèse, mais assez cohérente malgré tout, une partie de l'histoire de l'humanité et une partie de l'histoire de l'humanité très importante, parce que entre ces 10 000 avant Jésus-Christ et les débuts de la civilisation égyptienne, je dirais que c'est une période charnière. Complètement. Ça d'une part, et d'autre part, je dirais qu'à la limite, le fait de s'intéresser à l'Atlantide amène à creuser un tas d'autres sujets. Moi, je vais vous dire, au départ, je ne suis pas atlantologue du tout. Je me suis intéressé à l'Atlantide pour démontrer une bonne fois pour toutes que l'Atlantide, c'était une vaste fumisterie. Voilà, donc je suis parti en tant qu'opposant farouche, oui, et puis petit à petit, je me suis aperçu que c'était pas aussi simple que cela, mais ça permet, lorsqu'on veut creuser le sujet, ça permet de véritablement d'étudier en profondeur un certain nombre de civilisations et de périodes, et rien que en cela, je crois que le mythe Atlantide est intéressant. Oui, vous rejoignez finalement ce que disait Pierre Lagrange. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Jacques Gossard de nous avoir accompagnés et servi de guide comme ça. Je vous en prie. Et à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange. Pierre Lagrange, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés également à la recherche de l'Atlantide, même si nous ne l'avons pas trouvé, on s'en est un peu approché. Puis poétiquement, moi j'aimerais que l'Atlantide ait existé, mais bon, à titre poétique, je trouve ça très très joli comme histoire et c'est une très belle légende. À bientôt Pierre Lagrange. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. L'émission touche à sa fin. Je vous rappelle quand même la revue qui m'a servi de base, de matériaux pour préparer cette émission. Donc je vous la recommande. C'est une revue belge qui s'intéresse aux civilisations disparues. Ça s'appelle Kadat, K-A-D-A-T-H. Kadat, et vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires à cette revue qui s'intéresse notamment à Stonehenge, qui s'intéresse à toutes les civilisations disparues, à tous les mystères archéologiques, vraiment passionnantes. Vous allez sur le site internet, donc www.kadat.be, et là vous pourrez vous abonner et recevoir cette revue qui paraît une fois par saison, par 2 saisons, automne-hiver, un numéro, printemps-été, un numéro, c'est 9 € le numéro, vous voyez, donc ça n'est vraiment pas ruineux. Et puis intéressez-vous, si vous vous intéressez à tout ce qui est ufologie, ovni, affaires Roswell, aux livres de Pierre Lagrange qui font référence dans ce milieu. Je vous souhaite une excellente soirée, merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire comme d'habitude et Morad qui était au standard. Merci à vous qui nous écoutez régulièrement tous les samedis et dimanches soirs. Je vous donne rendez-vous pour les Aventuriers de l'étrange, la saison 2, samedi et dimanche prochain. Bonne semaine.